Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif, de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Fabrice Bourgeois, le directeur général d'Edmond de Rothschild Héritage. On parlera de sa politique RSE, à la fois dans les domaines viticoles, les exploitations agricoles et puis dans les hôtels du groupe. Notre débat, il portera sur la couverture végétale des villes, un moyen efficace de faire baisser les températures urbaines, mais aussi de remplacer, vous verrez, les luminaires par des plantes. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, elle s'appelle Tekoya et propose des purificateurs d'air qui sont éco-conçus en France. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Fabrice Bourgeois, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Edmond de Rothschild Héritage, structure qui regroupe plusieurs activités du groupe familial. C'est quoi le point commun de ces activités? Alors c'est vrai que quand on parle d'Edmond de Rothschild Héritage, on pense d'abord au pôle bancaire. Edmond de Rothschild Héritage, c'est une structure qui investit, qui gère et qui développe le patrimoine familial dédié à l'art de vivre. Par art de vivre, on entend des expériences uniques, on entend des services d'exception, des produits de qualité et la promotion de savoir-faire. Ouais. Alors, ça s'appuie sur 3 grands domaines. Alors, je les ai cités en titre. Oui. Donc, il y a le vin, les exploitations agricoles. Ouais. Oui, le pôle nature, on prend les exploitations agricoles, et un pôle qu'on appelle hospitality, qui est du tourisme, hôtellerie. Donc, des hôtels, des restaurants aussi. Voilà. Tout à fait. Et donc on va essayer de tracer une ligne, parce qu'il y a évidemment des points communs et une ligne entre ces activités. Je commence avec les vignes. Alors évidemment, il y a le Bordelais, mais il y a aussi beaucoup d'autres régions, beaucoup d'autres pays. Il y a combien d'exploitations viticoles? Alors c'est vrai que au-delà du Bordelais, qui était l'origine des vignobles dans la famille, on a développé une logique qu'on appelait Wine of the World, qui était l'idée de promouvoir les meilleurs cépages sur les meilleurs terroirs. Donc on est aujourd'hui avec 500 hectares de vignes sur l'ensemble des propriétés. Ce sont 7 propriétés réparties sur 4 continents. Donc on est en Europe, en France et en Espagne, dans la Rioja espagnole, en partenariat avec Vega Sicilia, qui est l'emblématique vin espagnol. On est en Argentine, au pied de la Cordillère des Andes, au sud de Mendoza. On est en Afrique du Sud avec la famille Rupert, actionnaire du luxe bien connu. On est en Nouvelle-Zélande, dans 2 propriétés, puisqu'on en a acquis une l'année dernière. Et donc cet ensemble développe des vins de qualité au travers le monde. Et qu'est-ce que vous y faites? On reviendra sur la dernière exploitation que vous venez d'acquérir, mais qu'est-ce que vous y faites pour faire baisser, on va dire, l'empreinte carbone globale de ces exploitations viticoles? Alors, ce sont des exploitations, si je prends par exemple les 2 françaises, elles sont en HVE3, qui est une norme européenne qui est contrôlée par le ministère de l'Agriculture et qui prévient l'utilisation des herbicides, l'utilisation de ce qu'on appelle les CME, c'est-à-dire les produits cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. Tout ça est bien sûr proscrit depuis plus de 10 ans dans nos exploitations, avec un désherbage qui se fait de manière mécanique ou manuelle, avec des projets d'installation de panneaux solaires pour réduire justement les consommations énergétiques, en tout cas leur coût, avec un investissement majeur qui a été réalisé maintenant depuis 3 ans. C'est un investissement quand même important de 18 millions sur le château Clark, qui est le château historique de la branche Edmond de Rothschild, qui a vocation à recomposer l'ensemble de la ligne de production. C'est-à-dire qu'on a eu des chais enterrés qui permettent de concevoir des économies d'énergie. On a redéfini tous les schémas de production avec une marche en avant systématique qui réduit les transports ou les déplacements entre chaque étape de la production et donc crée des économies d'énergie. Je voulais justement qu'on parle du dernier domaine que vous avez acquis, qui s'appelle Akarua, qui est donc en Nouvelle-Zélande, c'est ça? Alors là, c'est du vin bio. C'est votre premier vin bio? Tout à fait, c'est le premier vin bio. On était pour l'instant plutôt sur des agricultures raisonnées, c'est-à-dire un usage homéopathique de produits phytosanitaires en cas de besoin, mais le moins possible. Et effectivement, Akarua, qui est dans la région de Central Otago, dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, spécialisé dans les pinots noirs, qui approchent ceux de la Bourgogne, est un domaine qui a été exploité en bio et qui nous a permis de transformer
ou d'être en cours de transformation du précédent domaine que l'on avait en Nouvelle-Zélande, qui s'appelle Rima Perret, qui lui est dans des Sauvignons blancs, c'est les deux grands cépages de Nouvelle-Zélande, en certification bio qu'elle devrait obtenir dès l'année prochaine. Alors, vous pouvez comparer. Est-ce que quand on est en bio, le rendement est forcément moins important ? Il y a toute une période de transition où il est moins important. C'est-à-dire qu'il faut que la terre et les méthodes s'acclimatent à ce nouveau mode de potentiel de production. Je pense que quand on part effectivement d'une agriculture raisonnée, le gap est moins important. Ouais. Mais il y a une phase pendant laquelle il faut arriver à intégrer ces nouvelles donnes par l'environnement. Ouais. Est-ce que ça peut vous servir, entre guillemets, de laboratoire pour tous les châteaux? Tout à fait. Oui. Clairement. L'objectif, c'est de passer au bio un peu plus. Je pense qu'on va c'est une tendance à laquelle d'abord on peut difficilement échapper, parce que le client le demande, mais aussi parce que la planète le demande. Ouais. Alors, je voulais qu'on parle au-delà du vin, de vos choix d'investissement, peut-être des questions un peu plus générales sur les perspectives de croissance, de business pour Edmond de Rothschild Héritage. Alors, on est toujours, si on reste sur l'aspect vin, on est toujours à la recherche potentiellement dans cette gamme de vins du monde, sur certains pays où on identifie bien des cépages exceptionnels et des terroirs exceptionnels. On étudie énormément de dossiers et je ne serais pas surpris que dans les années qui viennent, on concrétise dans un ou deux pays emblématiques de la production vinicole. Alors, je l'ai dit en titre, vous êtes aussi exploitant agricole, la compagnie fermière et les pépinières de Lambre. Je commence avec la compagnie fermière. C'est quoi? Vous produisez quoi? Alors, c'est un superbe exemple d'économie circulaire. Ouais. C'est une ferme donc, qui est dans la Seine-et-Marne, entre Meaux et Melun, deux noms qui vous évoquent peut-être un fromage. On va parler fromage, quoi. Okay. Et qui donc est composé de cultures sur 600 hectares qui produisent la nourriture pour un élevage bovin laitier de 250 vaches dont le lait est utilisé pour fabriquer un brie de Meaux AOP. Et comme il est fabriqué exclusivement avec le lait des vaches de la ferme, il est fermier. C'est le seul et dernier unique en France, brie de Meaux AOP fermier. Donc ça, c'est le produit. Ensuite, vous nous dites, bel exemple d'économie circulaire. Pourquoi? Alors d'abord, vous l'avez vu, c'est culture, élevage, fabrication fromagère. Et puis on s'est dit, il y a beaucoup de déchets et d'effluents qui viennent de ces activités, 17 tonnes au total, qui sont un peu perdus, en tout cas pas exploités. On va décider de les valoriser. Et on a investi un montant de l'ordre de 4 millions d'euros dans un méthaniseur qui collecte tous ces déchets et qui produit un gaz, un biométhane, une fois filtré, injecté dans le réseau de GRDF et qui assure les besoins énergétiques d'environ 2000 habitations de Seine-et-Marne. Donc vous devenez producteur On devient producteur de biogaz. Ouais. D'abord, ça a un côté rentable qui aide aussi au fonctionnement de la ferme et puis ça a surtout un côté durabilité, environnement autour de la région de Seine-et-Marne. Ouais. Et les pépinières de Lambre, comme leur nom l'indique. C'est une pépinière. D'accord, bravo. Je suis trop fort. Une petite pépinière qui est positionnée dans l'Isère et qui a parmi ses activités celle de promouvoir le savoir-faire de l'art taupière. Ça veut dire quoi? L'art taupière, c'est la taille des arbres en nuages. Qui revient un petit peu, qui s'assimile un peu au bonsaï, mais grandeur nature, et qui est un art un peu ancestral et surtout très précis et qui est compliqué parce qu'il faut savoir faire évoluer cet arbre dans le temps et donc lui permettre le jour où on le vend à un client, si je vous vends un arbre demain, vous avez envie de le voir toujours vivant au bout de 6 mois, donc il faut travailler à la fois la taille de l'arbre mais le dimensionnement de ses racines. Et alors là aussi, il y a quoi comme engagement, même plus comme action en termes par exemple de on est en certification bio, on est en cours de certification bio puisqu'on a proscrit tout herbicide dans la culture depuis de nombreuses années et donc on va avoir courant 2023 cette certification. Allez, un dernier mot, il nous reste moins de 2 minutes pour parler des hôtels. Alors on l'a souvent évoqué dans cette émission, c'est un secteur qui est vraiment en train de se réinventer avec un défi qui est celui de continuer de satisfaire les clients tout en réduisant l'impact écologique. Comment vous maniez ces deux, parfois contraires ou pas d'ailleurs, mais pas forcément. D'abord dans la construction, on a construit le Four Seasons Hotel de Megève, un hôtel 5 étoiles, mais qui dès sa conception a été vu avec des matériaux le plus possible locaux, des entreprises le plus possible de la région. Plus de 50% des prestataires étaient de la région Rhône-Alpes. On a mis des panneaux photovoltaïques pour produire la partie électrique. On a planté 12 000 arbres autour de l'hôtel pour redonner
l'ensemble du végétal qui était autour de l'hôtel. Donc on a toute cette approche qui est vue dans ce sens. Et si on prend l'hôtel de Samaniego, l'autre petit hôtel qui est en Espagne, qui lui a été ouvert en 2000, il a été conçu avec de la géothermie, avec des panneaux solaires, des matériaux modernes d'isolation. On a même été jusqu'à mettre un potager pour le restaurant de l'hôtel. Merci beaucoup, merci Fabrice Bourgeois et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Et si on replantait des arbres dans nos villes, tiens, justement. C'est le débat de Smart Impact avec Sophie Humbert. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice d'Aglaé, à vos côtés Arnaud Vincent. Bonjour et bienvenue, chef de projet agriculture urbaine chez Merci Raymond. On va commencer par présenter vos entreprises respectives. C'est quoi Aglaé ? Aglaé, c'est l'entreprise pionnière du végétal luminescent. Donc nous, on a conçu une biotechnologie qui permet aux villes d'être éclairées demain par des plantes. Et alors, il y a une innovation, évidemment, à l'origine de cette entreprise. C'est quoi ? Donc l'innovation, c'est à la fois un sérum nutritif qui est absorbé par les plantes. Donc nous, on ne modifie pas le génome des plantes. C'est vraiment un sérum qui est absorbé via le système racinaire des plantes, qui ne modifie pas son métabolisme et qui va lui permettre de générer une lumière suffisamment intense pour éclairer nos villes de demain. Et c'est du biomimétisme, c'est-à-dire vous vous inspirez de ce qui existe déjà dans la nature. Il y a des plantes et des animaux qui sont bioluminescents, c'est ça ? Oui, exactement, c'est du biomimétisme. Donc nous, on imite vraiment la bioluminescence qu'on retrouve par exemple dans les fonds marins. 80% des espèces émettent des lumières froides pour s'éclairer dans des environnements très sombres. On a aussi les lucioles, certains insectes, les vers luisants, et pas encore les plantes. Donc c'est il n'y a pas de plantes bioluminescentes. Il n'y a pas de plantes bioluminescentes en effet. D'accord. Et donc vous les créez. Exactement. C'est ce que vous allez. On va détailler ça évidemment avec vous. Arnaud Vincent, même première question, c'est quoi Merci Raymond ? Oui, bonjour. Merci Raymond. Donc c'est une entreprise de paysage, qui intervient en fait dans la ville pour végétaliser la ville. Ouais. Donc on va intervenir à la fois finalement dans les bureaux pour installer des plantes d'intérieur, dans la conception de projets architecturaux, donc pour installer des grands espaces verts qui soient à la fois comestibles, en lien avec la biodiversité et en lien avec les citadins. Et on va faire aussi des jardins partagés ou des potagers d'entreprise. Alors évidemment, ensemble, on va parler des conséquences du réchauffement climatique. Les villes, elles en souffrent de plus en plus. Et l'une des solutions, je pense qu'on peut déjà faire un peu de pédagogie, c'est de revégétaliser. Oui, pourquoi ? Qu'est-ce que ça provoque en fait, le fait de remettre des arbres et des plantes ? Oui, tout à fait. Donc en fait, le fait d'installer des plantes aujourd'hui en ville, ça permet de créer des îlots de fraîcheur, ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur. Donc c'est grâce à l'évapotranspiration des plantes, en fait, il va y avoir un phénomène de naturel, en fait, de brumisation qui va se créer en ville, et donc qui va permettre de baisser les températures de la ville. On estime environ à 2 degrés. Autour des parcs, finalement, qu'on réussit à descendre de 2 degrés autour des parcs de la ville. On voit vraiment la différence. Nous, on le ressent parfois physiquement. Quand on est dans une ville en plein été, on rentre dans un parc, on sent vraiment la différence. C'est à ce point-là, c'est vraiment un gap très important. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est vrai que plus on va avoir des strates hautes, c'est-à-dire par exemple des arbres, des points d'eau, des choses comme ça, des points d'eau, et donc ça va créer de l'ombre, et ça va créer plus d'évapotranspiration, et donc là, plus l'effet va être intéressant. Sophie Humbert, il y a, évidemment, on va reparler de bioluminescence, mais vos solutions, elles peuvent aussi jouer ce rôle-là dans une ville ? Oui, tout à fait. On a la même mission, c'est végétaliser nos espaces urbains. C'est aussi dépolluer l'air, ce qui nous concerne, puisqu'un arbre a aussi la capacité de dépolluer dans un rayon de 50 mètres autour de lui des particules fines pour les transformer en oxygène. C'est vraiment un super antipolluant. Et nous, on a aussi la pollution lumineuse avec des solutions d'éclairage plus doux. La pollution lumineuse, est-ce que ça a été de la même façon ? Alors, on sait qu'il y a des lois, des règlements qui étaient passés, qui n'étaient pas forcément respectés, notamment sur le fait d'éteindre les vitrines des magasins la nuit. Est-ce que vous sentez que c'est en train de progresser, ça, malgré tout ? Il y a aussi des questions économiques en ce moment avec la crise qu'on connaît. Et c'est vrai que les villes n'ont pas encore le choix entre éteindre complètement les villes d'aujourd'hui et et consommer l'électricité en fait en éclairant. Donc nous, on a vraiment une transition alternative, une proposition alternative qui va en phase avec la transition écologique, et donc effectivement on émet des lumières plus douces mais aussi plus en phase avec nos valeurs environnementales. Ouais. Est-ce que vous avez déjà modélisé ce que ça pouvait représenter en termes d'économie justement d'électricité pour une ville ? Alors pour nous, en ce qui nous concerne, on voudrait vraiment être autonome en énergie. Ouais. Donc on a besoin d'une source de lumière noire pour éclairer, mais qui sera sur panneaux solaires, puisque ça consomme peu d'énergie. Et on aimerait aussi intégrer des capteurs de présence de manière à consommer la lumière uniquement quand on en a besoin. Ouais. Et on verra que pour l'instant, vous êtes en train de commencer à vous déployer en ville, mais c'est plutôt l'événementiel, votre cœur de métier, mais on y reviendra. Arnaud Vincent, il faut...
là aussi, j'essaie de modéliser. Il faut planter combien de végétaux pour commencer à être efficace quand on parle de lutte contre le réchauffement climatique? Alors aujourd'hui, c'est assez compliqué de vous répondre de manière très factuelle. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours aujourd'hui par plein d'organismes de recherche. Nous, on peut se rendre compte que finalement, à partir d'un jardin de, mettons, 300 mètres carrés, on a un impact assez ponctuel en fait, dans notre jardin. On va vraiment ressentir ça. Mais on a besoin finalement quand même d'installer beaucoup de végétaux dans une densité de végétaux assez importante. Voilà, ça veut dire quoi? Pour bien comprendre, il faut plutôt les regrouper que les dispatcher un peu partout dans la ville pour être efficace? En fait, ce qui peut être vraiment efficace, c'est surtout qu'il y en ait de manière continuelle. En fait, c'est pas qu'il y ait des petits points à gauche et à droite, c'est vraiment qu'il y ait vraiment de manière continuelle, comme une trame verte, en fait, ce qu'on appelle la trame verte, qui va servir notamment pour la biodiversité, ça c'est très important. Bien sûr. Mais aussi pour créer vraiment un îlot de fraîcheur. Si jamais il y a juste un point au milieu de la ville, ça va être très compliqué finalement d'avoir un impact important en termes de rafraîchissement de l'air. Il faut que ce soit diffus et que ce soit de manière vraiment continuelle, qu'il y ait du vert partout en fait, dans la ville. Les toitures végétalisées notamment, on en est où? C'est-à-dire que c'était totalement infime et puis ça commence à devenir une norme, notamment pour les nouvelles constructions? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ça devient complètement réglementé. C'est réglementé? C'est obligatoire quand on construit un nouvel immeuble? Tout à fait. En fait, pour des promoteurs immobiliers, par exemple, qui vont venir construire sur des espaces verts qui étaient existants, par exemple, s'il y avait des arbres qui étaient présents dans les espaces verts sur lesquels ils construisent, ils sont obligés aujourd'hui de les mettre sur leur toiture. Donc ça engendre finalement de créer ces espaces, de recréer des espaces verts en toiture. Après, nous, on préconise le moins possible de faire ce genre de pratique parce que le fait d'installer en toiture, ça ne remplace pas la terre normale. C'est la question que et puis c'est la question que j'allais vous poser en termes, puisque le thème central du débat c'est la lutte contre le réchauffement dans nos villes. Est-ce que le fait, c'est vraiment une question de Béotien, est-ce que le fait de planter des arbres sur le toit d'un immeuble, c'est moins efficace en termes de lutte contre le réchauffement que d'avoir des arbres au sol? C'est une bonne question. En tout cas, c'est sûr que ça joue moins de rôle, on va dire. Enfin, ça sera toujours moins impactant, on va dire, que si on laisse des arbres en pleine terre se développer de manière naturelle. Le fait est que sur un toit, on a un substrat qui est limité. On peut revenir jusqu'à 80 cm de profondeur, mais c'est dans un maximum. Et donc, l'arbre va pouvoir se développer à fond. Malgré tout, il y a quand même des super initiatives qui sont créées, notamment, là, par exemple, on a fait un projet pour BNP Real Estate sur leur nouveau siège à Boulogne, sur lequel là, il y a 3000 m² de toiture et il y a des arbres qui poussent jusqu'à 4 mètres de hauteur. Et donc là, il y a un vrai impact, notamment sur la biodiversité, qui est intéressant. Alors justement, on va parler de biodiversité. Je voudrais vous entendre aussi là-dessus, parce que dans les avantages de replanter des arbres, il y a effectivement aussi le fait on parle souvent de pollinisation, on parle de la disparition des insectes qui donc provoque une raréfaction des oiseaux. Enfin voilà, il y a toute une chaîne alimentaire derrière. Vous sentez aussi un rôle en la matière, en matière de biodiversité? Oui, tout à fait. C'est vraiment la mission de pouvoir implanter des végétaux. Là, on n'en a pas forcément l'habitude d'en avoir. Donc, nous, en l'occurrence, on aimerait remplacer demain des lampadaires par nos solutions de plantes. Et c'est aussi repenser finalement le fait d'avoir des espaces plus agréables à vivre, des espaces de promenade où on peut vraiment respirer en pleine ville. Est-ce que toutes les espèces d'arbres peuvent devenir bioluminescents? Pour l'instant, c'est plutôt les plantes et les fleurs. Donc, c'est plutôt des petits végétaux. Et demain, on arrivera effectivement à l'appliquer sur des grands arbres, on l'espère. Pour l'instant, ils font 1,40 m maximum. Donc, ce qui pose quand même une difficulté, là j'en viens à la capacité à convaincre des municipalités de remplacer leurs lampadaires par des arbres. Il faut prouver, vous êtes en phase de tests, vous en êtes où du développement de la solution? En fait, 60% de nos lampadaires doivent être remplacés parce qu'ils ne sont plus aux normes, donc soit parce qu'ils émettent effectivement la pollution lumineuse en émettant de la lumière vers le plafond, donc c'est vrai que c'est un problème. Et il y a beaucoup de travaux en cours dans nos communes. On essaie justement de trouver des solutions différentes, des solutions alternatives, et c'est là qu'on intervient. Donc effectivement, l'idée, c'est pas de remplacer là où il n'y en a pas besoin, mais plutôt d'intervenir au moment où il y a une transition qui s'opère. Vous êtes en discussion ou en partenariat avec la ville de Chartres, c'est ça? Pour faire quoi? Exactement. En fait, on a 3 projets pilotes avec la ville de Chartres. Donc on réfléchit au cœur de ville, les longs de bord de l'Eure notamment, donc des espaces de promenade en cœur de ville. On a aussi les entrées de ville qui sont intéressantes à exploiter, notamment les ronds-points d'entrée
entrées de ville et les parquets jardins. Et alors pour l'instant, en attendant Chartres, on peut les trouver où? On les voit où vos plantes bioluminescentes? Alors pour l'instant, on est surtout instauré sur le marché de l'événementiel. Donc nous, ça fait 5 ans qu'on existe et notre business model, c'était de se dire on va créer une activité économique pour autofinancer nos recherches. Donc on a 40% de nos effectifs qui sont en recherche et développement. Il fallait trouver une activité rémunératrice. Donc effectivement, l'événementiel nous permettait de pouvoir proposer la luminescence végétale de manière éphémère en B2B. Ouais. Arnaud Vincent, je reviens sur la biodiversité parce qu'elle est souvent, on s'en rend compte régulièrement dans cette émission avec nos invités, elle est un peu plus difficile à mesurer, à évaluer. Enfin, c'est un peu plus facile de dire, bon, voilà, on installe des arbres, on a un impact en termes de réchauffement, de baisse du réchauffement. Pour la biodiversité, est-ce que c'est plus difficile à mesurer ? Alors c'est vrai que c'est plus difficile pour les entreprises, notamment qui souhaitent vraiment chiffrer l'impact que ça peut avoir, notamment pour leur bilan RSE. Aujourd'hui, ça va devenir réglementaire, ça va être dans les réglementations pour les entreprises. Donc c'est des vrais sujets pour les entreprises. C'est plus compliqué. Maintenant, aujourd'hui, le fait de travailler finalement avec des écologues qui vont venir faire des inventaires au départ d'un projet, sur la biodiversité qui se trouve sur un site. Et après quelques années, une fois qu'on est venu installer justement tout plein de végétalisation, des arbres, des points d'eau, des choses comme ça, il y a des inventaires qui sont faits après ce projet et donc qui permettent de voir l'évolution en fait des espèces, de la faune, de la flore qui est présente sur site. Donc on a bien compris, le végétal, c'est un isolant thermique naturel. Aussi, ça c'est un principe de base qu'on peut rappeler. Oui, alors en fait c'est le fait de venir installer du substrat, donc de la terre en fait. Ça va venir isoler votre bâtiment. Donc en fait ça va permettre de mieux isoler le bâtiment, donc il y ait moins de déperdition de chaleur ou de froid qui viennent notamment sur les étages inférieurs de la toiture. Tiens, une dernière question, si on fait un comparatif, on parle aussi de peintures réfléchissantes qui permettent de réduire là aussi les effets du réchauffement dans les villes. Il y a un match entre une peinture réfléchissante et des arbres, vous l'avez modélisé ça aussi ou pas? Ça on ne l'a pas modélisé, en effet ça serait intéressant de savoir justement la différence des deux en fait là-dessus, c'est vrai que ce serait très intéressant. Après nous l'idée c'est que de toute façon la ville a besoin d'être réfléchie. Il y a beaucoup de toits, donc il y a de la place pour tout le monde. Donc l'idée, c'est de faire les deux. Et puis dernière question, dans les nouveaux projets dans lesquels vous montez, il n'y a pas un nouveau projet qui n'intègre pas ces notions-là aujourd'hui, puisqu'on parle finalement de la transformation aussi du secteur du bâtiment. C'est vraiment presque dans l'ADN d'un nouveau projet en bâtiment aujourd'hui dans les villes ? Le fait de planter des arbres, de trouver des solutions réfléchissantes, etc. etc. Aujourd'hui, oui, c'est vraiment intégré par la filière du bâtiment. Enfin, je veux dire, c'est intégré qu'il faut installer plus de verdure en ville. Ça, je veux dire, il n'y a plus trop de questions là-dessus. Donc ça, oui, en effet, ça l'est. Après, c'est voir jusqu'où on va, en fait, quand on vient installer des projets, des nouveaux projets de quartier. C'est est-ce qu'on va travailler sur, je ne sais pas, des noues paysagères qui vont capter l'eau de pluie? Est-ce qu'on va travailler avec que des essences indigènes et donc travailler avec des pépiniéristes locaux? Voilà, c'est là où finalement il y a un curseur qui se fait entre différents projets. On peut aller le plus loin possible dans le curseur. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter vos solutions. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, c'est Smart Ideas. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Tecoya. Bonjour Pierre Guiton. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de cette entreprise créée en 2015 avec Frédéric Hillet et Nicolas Royer. C'était quoi l'idée de départ? Racontez-nous. L'idée de départ, c'était d'apporter de la qualité de l'air dans l'habitat, les bureaux, etc., mais une qualité de l'air en permanence. Parce que la pollution de l'air, on en entend beaucoup parler, on la respire principalement en air intérieur, mais la quantité de pollution qu'on inhale, c'est les petites doses qu'on respire en continu chez nous, au bureau, etc. Donc ce qu'on voulait, c'était proposer une solution qui soit vraiment adaptée à un usage 24/7 en permanence. Donc c'est quoi? Ce sont des purificateurs d'air, c'est ça? Ils ressemblent à quoi? Et puis qu'est-ce qu'il y a comme innovation? En quoi ils se différencient peut-être des autres? Ce sont principalement des purificateurs d'air, mais aujourd'hui on développe aussi d'autres solutions, donc je vous parlerai un petit peu. Et effectivement, on a des technologies propriétaires originales qui permettent ce mode 24/7 silencieux, etc. On a une technologie notamment d'ionisation qui diffuse des ions dans l'air et ces ions chargent les
particules qui ensuite sont attirées vers la terre, vers le sol. Et également une technologie dite d'e-filtration qu'on vient de lancer, qui, elle, réutilise la ionisation, mais pour réaliser un filtre très basse consommation d'énergie et nettoyable. C'est ce nouveau purificateur qui s'appelle Alana, c'est ça? Donc Alana utilise les filtrations. Alors, c'est quoi les caractéristiques d'Alana? C'est un joli petit appareil qui va permettre de dépolluer une pièce de 20, maximum 30 mètres carrés. Son originalité, si vous voulez, c'est qu'il consomme très peu d'énergie et il n'y a pas de filtre à remplacer. Souvent, le problème des purificateurs d'air, c'est la contrainte et le coût du remplacement régulier des filtres. Nous, c'est un filtre qui a une capacité de stockage de polluants qui est très importante. On peut nettoyer assez rarement et qui est nettoyable chez soi en toute simplicité. Et alors, pour bien comprendre, ça s'attaque à toutes les particules fines, c'est ça? Et vous avez là aussi évalué, modélisé l'efficacité face à ces particules fines? Oui, on mesure l'efficacité en labo et c'est efficace sur tout ce qui est particulaire, donc la pollution urbaine, les particules ultra-fines dont on entend souvent parler, les pollens, les spores de moisissure qui sont également un polluant de l'air important parce que c'est un allergène puissant, les émissions aussi liées aux acariens, etc. Donc ce qui provoque des allergies, et puis d'une part, il y a de plus en plus d'allergies qu'en France et ailleurs. Ça c'est pour les bénéfices à court terme, et les bénéfices à long terme, c'est de réduire la dose de pollution urbaine notamment qu'on respire un peu en continu. Vos machines, elles sont fabriquées, conçues en France ? Elles sont conçues en France à 100%, en interne dans notre labo et également avec des laboratoires. On a des partenariats on travaille régulièrement avec environ 6 laboratoires. Et puis on fabrique également dans nos ateliers ou avec des partenaires dans un rayon de 500 km environ. On essaie de faire au maximum du Made in France. Voilà. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Nos clients sont des particuliers, de plus en plus des entreprises et maintenant également des équipementiers, des industriels du bâtiment, de la qualité de l'air du bâtiment pour des systèmes qui s'installent dans les bâtiments, notamment Aldes, qui est un gros acteur français sur ce marché-là. Et ils sont français à 30%, le reste c'est à l'export, notamment beaucoup en Asie, en Chine, à Taïwan, en Corée, en Malaisie, etc. Donc là, la stratégie, on termine là-dessus, de croissance, c'est de continuer de se développer à l'international ? Oui, bien sûr. C'est également ce qu'on cherche à faire, c'est résoudre une équation. C'est celle du bâtiment bas carbone, dit HQE, enfin, haute performance énergétique, si vous voulez, qui a un enjeu fort aujourd'hui, on le sait, mais tout en apportant une bonne qualité de l'air. Et en fait, le respect de ces deux cahiers des charges, qualité de l'air intérieur et performance énergétique, c'est pas si simple que ça à concilier. Et nous, ce qu'on veut apporter, c'est des briques de solutions qui permettent de résoudre cette équation. Merci beaucoup Pierre Guiton et bon vent à Tekoya. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.